l'actualité de ce samedi, c'est cet enfant enlevé dans un camp des gens du voyage à Clermont-Ferrand. Il n'a pas le droit de faire ça, mon petit, il n'a pas le droit. Le gamin, il est en pleurs, le gamin est terrorisé. Et elle vit un véritable enfer. Parce qu'elle ne sait pas où est son gosse. Elle ne sait pas s'il est toujours en France ou à l'étranger. C'est une véritable traque. Il y a plusieurs services enquêteurs qui sont à la poursuite de Jason Lopez sur l'ensemble du territoire national. Cet homme, un détenu en fuite, est considéré comme dangereux. On n'est pas au cinéma, on n'entoure pas un campement de gens du voyage d'une manière qui interdise toute fuite. Au fur et à mesure que les heures passent, on est un peu dans le désespoir parce qu'on voit qu'on n'a pas retrouvé le petit garçon. L'enlèvement de Vicente va devenir une affaire exceptionnelle. D'un conflit entre parents qui se disputent la garde de leur enfant, l'affaire Vicente va rapidement basculer en une traque criminelle à travers tout le pays. L'affaire Vicente, c'est aussi un plongeon dans l'univers unique des gens du voyage. Une communauté pour qui l'alerte enlèvement est du jamais vu. 3 ans après, nous avons décidé de retourner sur les lieux pour rencontrer les protagonistes de cette affaire et vous raconter l'envers du décor. Tout commence à Clermont-Ferrand. Dolores Lopez est une jeune femme de 28 ans. Elle fait partie de la communauté des gens du voyage. Mère célibataire, Dolores vit avec son fils de 5 ans, Vicente, et le reste de sa famille. Ils vivent tous en caravane. Ce jour-là, ils viennent à peine d'installer leur campement en périphérie de la ville, sur un parking désaffecté. Vers midi, Vicente sort de la caravane pour jouer dehors. Soudain, un véhicule fonce vers lui. Sa mère assiste à la scène, impuissante. Il a pris le petit, moi j'ai écouté le petit pleurer, je suis sortie de la caravane, il l'avait déjà sous le bras. L'enfant qui se trouvait à ce moment-là partiellement dénudé et un peu arraché des bras de sa mère, jeté dans la voiture. Des violences sont commises sur la mère. L'individu est armé. Il a un pistolet. La maman ayant essayé de s'opposer donc à l'enlèvement de son fils, il l'a frappé d'un coup de crosse au visage. Après l'avoir frappé, l'homme menace de son arme Dolores, monte dans la voiture avec Vicente et démarre. C'est-à-dire que quelques minutes, il part sur les chapeaux de roue et il disparaît. D'une fraction de seconde, il était déjà parti, ça y est, c'était fini. Dolores est bouleversée. Son fils vient d'être enlevé sous ses yeux. Il n'a pas le droit de faire ça, mon petit, il n'a pas le droit. Mais curieusement, la famille ne donne pas immédiatement l'alerte. On est dans la communauté des gens du voyage. Parfois, ils vont essayer de régler les problèmes entre eux, on va dire un peu en interne. Et je pense que leur premier réflexe n'a pas forcément été immédiatement d'appeler la police pour dire voilà, le Vicente vient d'être enlevé. Pourtant, il faut agir vite s'ils veulent retrouver Vicente. 1 heure vient déjà de s'écouler. Dolores est sous le choc, mais elle est sûre d'elle. Elle a reconnu le kidnappeur. Elle se décide et va au commissariat. On a très rapidement la certitude, au travers des propos de la maman, que c'est le père de l'enfant qui a enlevé son fils. Les policiers l'interrogent. Ils tentent de savoir s'il s'agit d'une dispute entre conjoints ou si c'est plus grave.
On sait qu'on est en présence d'un enlèvement. Les pères qui tuent leurs enfants sont, Dieu merci, relativement rares. On est plutôt dans une recherche un peu classique. Où est le père? Que fait-il? Connaît-on son adresse? Sait-on où il est? Les policiers commencent leur vérification. Ils consultent notamment le FPR, le fichier des personnes recherchées. Là, ils font une découverte inquiétante. On s'aperçoit extrêmement vite que le père dont on nous donne l'identité, Jason Lopez, est quelqu'un qui est en fuite. Jason Lopez fait en effet l'objet d'un mandat de recherche, puisqu'il est supposé être derrière les barreaux. Il est incarcéré au centre pénitentiaire de Riom, où il purge une peine de 3 ans pour des faits de vol-violence. Mais il y a tout juste 3 mois, le 6 décembre 2016, il obtient une permission pour une sortie VTT à côté de la prison. C'est une sortie qui est encadrée, mais voilà. Et ce jour-là, en fait, il s'évade. Il avait profité de cette sortie à vélo pour, dès 9h30 le matin, prendre la poudre d'escampette, attendu par un véhicule et des complices. Il s'enfuit à pied, il est vraisemblablement récupéré par quelqu'un qui l'attendait en voiture et il disparaît dans la nature. Mais Jason Lopez n'en est pas à son premier coup. Il s'est déjà évadé dans le passé. Il s'est évadé en 2014 d'une chambre sécurisée de l'hôpital de Nevers. En fait, il était incarcéré, il avalait des lames de rasoir, il est hospitalisé et il s'est échappé. Donc c'était sa première évasion. Il a un profil psychologique qui peut naturellement inquiéter. Il est connu pour être violent, il est connu pour être impulsif. Et on sait à quel point ce cocktail de violence et d'impulsivité, notamment quand du passionnel s'en mêle, et Dieu sait que c'est passionnel, la question de l'appropriation de l'enfant, est dangereux. Il faut se souvenir que cet homme, sa première évasion, il l'a réussi grâce à un stratagème assez impressionnant. Il a avalé des lames de rasoir dans le but de se faire hospitaliser avant de s'évader de l'hôpital. Eh bien, n'importe qui ne serait pas capable de faire ça, même pour s'évader de prison. Jason Lopez est un fugitif récidiviste recherché par toutes les polices de France. L'affaire prend soudain une autre envergure. C'est un nom qui fait tilt, si vous me passez l'expression. On sait très vite à qui on a affaire. Et ça, pour le coup, c'est relativement inquiétant. Et on n'est pas tout à fait sur un père divorcé, en conflit avec sa compagne ou son ex-épouse, qui ne réussit pas à avoir son enfant. Et qui, bon, on est sur quelque chose, à l'évidence, un petit peu plus grave. Le procureur Maillot est tenu informé de chaque détail. Et le profil du père de Vicente l'inquiète de plus en plus. Jason Lopez a 28 ans, mais déjà un lourd passé de violence. Évidemment, on regarde aussitôt son casier judiciaire. On s'aperçoit qu'il a une douzaine de condamnations au casier, principalement des atteintes aux biens, mais effectivement une condamnation relativement récente, prononcée par la Cour d'appel de Toulouse en 2015 et qui le condamne à 3 ans d'emprisonnement ferme pour des faits de violence aggravés. Donc on a au moins cet antécédent de violence. Dolores est toujours face aux policiers. Elle est convaincue que son fils est en danger. Pour elle, si Jason Lopez lui a pris Vicente, c'est pour se venger. On sait que les relations avec sa belle-famille sont tendues. On sait qu'il est séparé donc, de la mère donc, de Vicente, donc Dolores. On sait qu'avec sa belle-famille, c'est tendu. Il y a 2 mois à peine, Jason Lopez a menacé une première fois Dolores. Alors en cavale, il veut déjà récupérer son fils, coûte que coûte. Le ton monte, les choses s'enveniment. Jason Lopez est victime de coups de feu tirés alors qu'il se trouve à Ceinture, dans l'Allier. Et on sait qu'effectivement, des membres de sa belle famille, qui n'ont pas été jugés encore pour ces faits, sont suspectés d'avoir été les auteurs de ces coups de feu. Donc voilà, donc c'est un contexte familial, de règlement de compte, de différents poussés un peu au paroxysme, qui l'oppose à sa belle famille. Au milieu de toute cette violence, un petit garçon de 5 ans, leur fils,
Vicente. Les policiers essaient toujours de comprendre la situation. Ils doivent démêler le faux du vrai. Qui a légalement la garde de Vicente? Selon Dolores, elle en a la garde exclusive. Mais les policiers le savent, le sujet est sensible. Ils contactent le juge aux affaires familiales chargé du dossier. Le juge aux affaires familiales, finalement, avait rendu une décision assez classique, reconnaissant une autorité parentale conjointe des deux parents, donc il n'y avait pas d'autorité parentale exclusive au profit de la mère. Il est 15 heures. Cela fait déjà 3 heures que Vicente a été enlevé. Les policiers sont à la recherche du véhicule utilisé par Jason Lopez. Ils n'ont que le signalement que donne Dolores. Une voiture noire, de type Mercedes, et 2 chiffres d'immatriculation. C'est peu. Bien évidemment, le père et l'enfant ne sont pas restés sur place. Ils sont déjà partis. La question, c'est où? Où sont-ils partis? La description du véhicule est envoyée aux services de police de tout le pays. Les enquêteurs renforcent aussi les patrouilles. Toute la ville de Clermont, sa gare et sa périphérie sont passées au peigne fin. Vicente est inscrit au fichier des personnes recherchées. Et s'agissant du papa, Jason Lopez, je vous rappelle qu'il était en état d'évasion puisqu'il s'était évadé et lui était déjà inscrit au fichier des personnes recherchées depuis décembre 2016. Donc lui, son signalement était dans toutes les brigades, dans tous les commissariats, dans tous les postes frontières et dans tous les aéroports. Donc lui, il n'y avait quasiment aucune chance qu'il puisse fuir à l'étranger sans être aussitôt interpellé. Mais très vite, les policiers se heurtent à une difficulté de taille. Jason Lopez bénéficie du soutien de sa communauté des gens du voyage qui lui offre beaucoup de refuges possibles pour se cacher. Il peut être partout. Et c'est là que l'on se dit que l'intérêt d'une alerte enlèvement, ça peut être effectivement, par le nombre d'appels que ce type d'alerte génère, d'obtenir des renseignements précieux sur la direction de fuite. Où sont-ils partis ? Le procureur sait que l'alerte enlèvement est un outil colossal pour retrouver la trace du fugitif et de Vicente. Seul problème, le plan alerte enlèvement ne doit pas être déclenché en toutes circonstances. Il faut qu'il y ait un enlèvement ou une soustraction, premier critère, avéré, de mineur, deuxième critère. Il faut qu'il y ait une dangerosité immédiate pour la vie du mineur et il faut qu'il y ait des éléments de signalement à diffuser aux médias afin de susciter des témoignages. Ce sont les 4 critères qui sont définis par la circulaire de la chancellerie et la convention partenariale. Ces critères peuvent paraître rigides, mais ils sont nécessaires pour préserver les bénéfices de l'alerte enlèvement. Les critères sont relativement importants et réduits pour éviter qu'il y ait trop d'alertes finalement, parce qu'il faut que le dispositif soit relativement rare afin qu'il soit efficace. Si les critères étaient étendus, très probablement le public aurait moins de réaction, il y aurait moins d'impact vis-à-vis du public. Trop d'alerte enlèvement tue l'alerte enlèvement en quelque sorte. Ici, ce qui fait douter le procureur est le lien de parenté entre le kidnappeur et l'enfant. Vicente est-il vraiment en danger ? Normalement, il n'y a pas d'alerte enlèvement après un enlèvement parental. Mais dans ce cas précis, le procureur et son équipe sont surtout marqués par les conditions violentes de l'enlèvement. Ce sont des éléments qui tout de suite nous mettent en vigilance et nous font dire qu'il y a effectivement quelque chose de grave qui s'est passé et qu'il y a un risque de violence vis-à-vis de l'enfant. La violence prime peut-être le lien de paternité. Il est 18h.
Cela fait déjà plus de 6 heures que Vicente a disparu. Le temps presse. Pourtant, au sein du pôle judiciaire de Clermont-Ferrand, la question divise. La concertation devient collective. On échange à ce moment-là avec le parquet général, puisque dans toutes les affaires un peu importantes, il y a une remontée d'informations hiérarchiques. Mais au-delà de la remontée d'informations, le souhait aussi de discuter avec un collègue, le procureur général, mais avec son expérience personnelle, avec son ancienneté. Le procureur général connaît en effet très bien le dispositif exceptionnel de l'alerte enlèvement. En 2011, elle était procureure de la République du Mans lorsque 2 fillettes, les sœurs Chapin, avaient été enlevées. Elle avait choisi alors de déclencher le plan alerte enlèvement. Depuis la nuit dernière, les 2 fillettes de 12 et 10 ans avaient disparu dans leur quartier de Saint-Germain-du-Val au nord de la Flèche. Et cet après-midi vers 16 h, le plan alerte enlèvement est déclenché. Quand il est question de 2 petites filles de 10 et 12 ans, c'est évident qu'il faut aller vite. Voilà. C'est vrai que moi j'étais un peu forte de mon expérience précédente, qui avait tout de même été positive. Le doute est accentué par le fait que Jason Lopez fasse partie de la communauté des gens du voyage. C'est un élément de questionnement supplémentaire. Le fait que ça soit dans un milieu qui est quand même un milieu assez fermé, entre des parents qui ont des difficultés entre eux, qui les règlent de façon souvent assez particulière. On sait que ces gens-là sont même en général très attachés à leurs enfants, mais comme tous les parents, c'est un questionnement supplémentaire. On s'est dit au point de départ, communauté des gens du voyage, et le contexte général où il y a tout de même relativement peu de meurtres, cet homme n'a pas fait preuve dans le passé d'une violence extrême. Peut-être qu'on a intérêt à mener une enquête plus discrète, un peu plus au long cours et à récupérer l'enfant dans la durée. Le procureur le sait, la vie de l'enfant est en jeu. Il n'a pas droit à l'erreur. Finalement, à 18h30, la décision est prise. Un papa qui est violent habituellement, pas forcément avec son enfant malgré tout. A priori, ce n'est pas les éléments qu'on a à ce moment-là, mais avec sa compagne, qui est plutôt violent habituellement, qui est en cours d'évasion, qui au moment où il emmène le petit garçon exerce des violences sur sa compagne, on pouvait a priori être légitimement inquiet sur le sort qu'il allait réserver à ce petit garçon. Donc en discutant, on décide finalement que ça serait favorable, toujours en pesant le pour et le contre. C'est véritablement une décision collective qui se bâtit et ce n'est pas la décision d'une seule personne. On comprend qu'un tel profil, violent, impulsif, agressif, absolument incapable de planifier à long terme, imaginez qu'il agit au moment où il est recherché. Donc sachant qu'il a toutes les polices aux trousses, la brigade de recherche des fugitifs aux trousses, quel est le projet cohérent d'enlever son fils? Il n'y en a pas. C'est-à-dire cet homme, vraisemblablement, il conjugue au présent et au futur proche. Il ne regarde pas dans le rétroviseur, il ne regarde pas l'avenir à moyen terme. C'est tous les paramètres d'un profil dangereux et on comprend parfaitement que dans un tel contexte, on ait déclenché l'alerte enlèvement. Le plan alerte enlèvement va être actionné. Le procureur rédige en vitesse le message d'alerte et sélectionne la photo de Vicente. L'idée, c'est d'avoir un message extrêmement court que les yeux peuvent appréhender en quelques secondes. Tout est réuni et envoyé au plus vite à la chancellerie. Mais derrière, l'organisation peine à se mettre en place. À partir du moment où nous avions tous les feux verts et où on s'est dit maintenant c'est urgent, il faut que, on a été un peu surpris du temps qui s'est écoulé. C'était pour nous, à Clermont-Ferrand, notre premier déclenchement du dispositif alerte enlèvement. Donc on s'était imaginé que les choses allaient aller très vite et que peut-être au journal de 20 h, on allait pouvoir avoir la diffusion de l'alerte enlèvement. Mais ça a été plus long que ça. À 20 h, tous les journaux télévisés déroulent leurs titres. Et stupéfaction, pas un mot sur l'alerte enlèvement. L'affaire Vicente est la 20e alerte enlèvement déclenchée.
Le dispositif est donc bien rodé. Alors que se passe-t-il? Pourquoi est-ce si long du côté du ministère de la Justice? Il y a eu plusieurs paramètres. Déjà, le début de soirée, c'est sans doute pas un bon moment, puisque c'est un moment où, partout en France et à Paris, les gens quittent le bureau, c'est bien normal, rentrent chez eux. Et c'est vrai que le déclenchement, notre demande à ce moment-là, est peut-être pas le moment le plus opportun. Nous avons appris qu'il a fallu que les personnes reviennent à la direction des affaires criminelles et des grâces. Et ça a pris un peu de temps, parce qu'après, il faut effectivement qu'eux-mêmes vérifient les informations qu'on leur a fournies, relisent le message, le valident à plusieurs. Et ça, pour nous, c'est vrai que ça a pu paraître une éternité. À 22h35, l'alerte enlèvement de Vicente est enfin diffusée. Un enfant a été enlevé. Ceci est une alerte enlèvement du ministère de la Justice. N'agissez pas seul. Si et seulement si vous disposez d'informations permettant de le retrouver, composez le numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran. On est acteur d'une situation qu'on a demandée, pour laquelle on est en train vraiment d'agir. Et en même temps, on voit la situation sous nos yeux à la télé, où quelque part, on a passé le relais au grand public, et qu'on compte sur le grand public pour agir et nous aider dans notre mission. Le spot fait immédiatement le tour des rédactions. Mais il est tard. On est quand même tard dans la soirée. Les gens, c'est pas forcément là que les gens sont le plus vigilants sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc on sait que c'est une mauvaise heure. Et on sait que ça va pas constituer un avantage. À partir du moment où on sait que ce sont les premières heures qui sont déterminantes, en tout cas les premières 24 heures, perdre 12 heures en gros d'alerte, on s'est dit c'est peut-être dommage. Pour une meilleure efficacité, l'alerte est aussi diffusée dans tous les transports publics, sur les panneaux d'affichage, dans les gares, sur les autoroutes. Partout, l'information se diffuse comme une traînée de poudre. Le garçon mesure environ 1 mètre, cheveux châtains, il porte des lunettes, il était vêtu d'un haut de pyjama avec un logo Cars quand son père l'a forcé à monter à bord de sa voiture. On sait que sur les autoroutes, il y a du monde encore à 22h, on sait que dans les ports, il y a du monde à 22h, on sait qu'à la SNCF, il y a des gens dans des trains. C'est un peu le but, c'est que les citoyens, qu'ils entendent cette sirène à la radio, qu'ils la voient à la télé, ou qu'ils la constatent sur Internet ou sur les réseaux sociaux, ils soient alertés, sensibilisés, impressionnés. Le procureur est angoissé. On se dit, bon, cette fois-ci c'est fait, pourvu qu'il ne soit pas trop tard, pourvu qu'on ait un certain nombre d'appels. Du côté des policiers, tout le monde est sur le qui-vive. La cellule d'écoute est installée à la direction centrale de la police judiciaire à Nanterre, en région parisienne. Une fois l'alerte déclenchée, c'est ici que tous les appels sont centralisés. Le rôle de la sous-direction et de l'office en particulier, c'est de servir de relais entre le public et le service d'investigation local. Nous recevons l'appel, prenons l'information, la traitons, donc on la priorise finalement, et on l'envoie au service régional de police judiciaire afin qu'il fasse les vérifications d'usage afin de retrouver le plus rapidement possible l'enfant. Et ça y est, les téléphones se mettent à sonner. Il y a eu beaucoup d'appels, et là ça a été le cas, beaucoup d'appels qui sont tous vérifiés. Alerte enlèvement, bonjour. Beaucoup de témoins sont anonymes, mais ils apportent des informations précieuses sur la voiture de Jason Lopez. Les enquêteurs recoupent chaque détail et essaient de suivre la trace du fugitif. La nuit tombe, assez rapidement, on va savoir que Jason Lopez a quitté le Puy-de-Dôme, puisqu'on a réussi à identifier qu'il utilisait un véhicule de couleur noire, de type BMW ou Mercedes. Et assez rapidement, on va savoir qu'il a pris l'autoroute,
puis il s'est arrêté dans le Cantal, et puis ensuite en Lozère. Bref, on sait assez rapidement qu'il prend la direction du sud de la France. Tout est encore assez imprécis. Les enquêteurs espèrent que le lendemain leur apportera des réponses. On ne peut plus faire non plus beaucoup de choses, si ce n'est attendre. Toujours aucune trace du petit Vicente, ce garçon de 5 ans enlevé par son père hier à Clermont-Ferrand. L'alerte enlèvement a aussitôt été déclenchée. Le lendemain matin, les journalistes affluent. C'est bien normal puisque là, c'est nous qui les avons sollicités. Ils sont effectivement les partenaires institutionnels dans le cadre du dispositif de l'alerte enlèvement. Donc les journalistes locaux, nationaux vont arriver le jeudi matin et le procureur va faire une conférence de presse. On est manifestement en présence d'un conflit violent, des menaces de mort qui ont été formulées depuis plusieurs semaines au préjudice de la maman via les réseaux sociaux, via d'autres moyens téléphoniques ou autres. Et donc effectivement, on a quelques craintes qui ne veuillent éventuellement se venger ou faire souffrir la mère. Alerte enlèvement, bonjour. La journée commence tout aussi fort pour les enquêteurs de la cellule d'appel. Vous avez vu l'enfant? Ils ont une piste sérieuse. Est-ce que vous connaissez cet homme? Il y a effectivement un appel qui va être extrêmement important. C'est un appel de quelqu'un qui nous indique effectivement avoir vu, à la suite de l'alerte enlèvement, donc comme quoi ça a été effectivement utile de ce point de vue-là, et qui est à peu près convaincu d'avoir vu le père, l'enfant, arrêté à une station-service, et le papa était descendu pour faire le plein. Et également, il avait acheté quelque chose dans le petit commerce qui jouxtait la station-service. Donc c'était un élément d'autant plus intéressant que station-service égale, en règle générale, caméra de vidéosurveillance, et ça a été le cas, et donc récupération d'images. Des images cruciales. Elles confirment bien qu'il s'agit de Jason Lopez et Vicente. Ils circulent toujours à bord d'une Mercedes de couleur noire, mais plus important encore, ce sont les premières images de Vicente depuis son enlèvement brutal. L'enfant riait, et ce qui a rassuré d'autant plus les enquêteurs en se disant, bon, si l'enfant riait, c'est qu'il ne se sentait pas, lui, en danger, c'était déjà ça. L'enfant a l'air d'être en bonne santé, effectivement. Ça, ce sont des éléments rassurants. Une patrouille se rend sur place à la station-service de Salcurand, dans l'Aveyron. A priori, Jason Lopez continue de se diriger vers le sud. C'est véritablement l'axe autoroutier gratuit et la route classique pour descendre vers le sud au départ de Clermont-Ferrand. Donc on avait à peu près cet élément de certitude. C'est le seul élément concret qu'on a pu avoir sur ce qui s'est passé après l'enlèvement. Après ça, il disparaît totalement dans la nature. La journée se poursuit sans la moindre nouvelle information. L'alerte s'essouffle. Au total, un peu plus de 1200 appels téléphoniques ont été passés et un seul a véritablement été utile. On est d'abord avant dans une grande effervescence où on pense que le petit et son père vont être retrouvés rapidement. Et au fil des heures, on s'aperçoit que ça n'est pas le cas. Pour nous, au fur et à mesure que les heures passent, on est un peu dans le désespoir parce qu'on voit que, eh bien, on n'a pas retrouvé le petit garçon. 18h30. Le procureur de la République de Clermont pense être arrivé au bout des bénéfices de l'alerte enlèvement. On a un état d'esprit mitigé. On se dit bien évidemment que c'est provisoirement une forme d'échec. À la une, toujours pas de nouvelles du petit Vicente enlevé hier soir par son père à Clermont-Ferrand dans un camp de gens du voyage. Cet homme, un détenu en fuite, est considéré comme dangereux. Pourtant, le plan alerte enlèvement est levé. Conserver un dispositif qui mobilise des moyens très importants et une plateforme téléphonique pour recueillir des appels qui sont susceptibles de ne plus servir de manière très utile ne paraissait plus opportun. Dolores, la mère de Vicente, est très affectée. Elle vit un véritable enfer. Parce qu'elle ne sait pas où est son gosse. Elle ne sait pas dans quelles conditions il vit. Elle ne sait pas s'il est toujours en France ou à l'étranger. C'est la première fois, depuis que l'alerte enlèvement a été instaurée en France, qu'elle n'aboutit pas
à la découverte effectivement de l'enfant qui a été enlevé. Et comme elle n'a pas abouti, il faut savoir la lever à un moment. L'alerte enlèvement aura duré moins de 24 heures. À partir d'un certain temps, ça ne sert plus à rien de maintenir le dispositif en fonctionnement, mais les effets du dispositif sont déjà acquis. Et on garde en mémoire le fait qu'on n'a toujours pas retrouvé un enfant pour lequel on a eu à déclencher l'alerte enlèvement. Et c'est comme ça qu'on peut, avec le temps, continuer à bénéficier du système, même s'il n'est plus en fonctionnement. Ça, c'est très clair. Nous, après, on est pris par les investigations classiques qui se poursuivent. Malgré la fin de l'alerte enlèvement, les policiers continuent de rechercher Jason Lopez et Vicente. Après, on arrive dans un autre temps d'enquête, qui est le temps de l'investigation, savoir ce qu'ils ont pu devenir, où ils sont. Le 20 avril 2017, une information judiciaire est ouverte contre Jason Lopez pour enlèvement, séquestration, détention arbitraire d'un mineur de moins de 15 ans et évasion. C'est le juge d'instruction qui devient le maître de son dossier. Il lance un mandat d'arrêt contre Jason Lopez. Pendant le mois qui suit, toutes les polices de France sont aux trousses de Jason Lopez. C'est une véritable traque. Il y a plusieurs services enquêteurs qui sont à la poursuite de Jason Lopez, plusieurs services sur l'ensemble du territoire national. Les policiers essaient de trouver un moyen d'identifier où se cachent Jason Lopez et son fils. Un élément qui s'est avéré décisif, c'est le fait qu'il appelait régulièrement la maman. Il garde, Jason Lopez, un contact avec Dolores tout au long de la traque pour lui faire peur. Parce qu'il est cruel avec elle. Et il lui explique évidemment qu'il a le gamin avec elle et qu'il ne retrouvera pas son gosse. Parce qu'il n'a pas supporté la rupture. C'est tout simple. Vicente est un objet pour faire du mal à Dolores. Il n'a aucun amour pour son fils. Le fait qu'il ne puisse pas s'empêcher d'appeler son ex-épouse, son ex-compagne, de la menacer, d'exercer sur elle une emprise, montre deux choses. Premièrement, un niveau extrême de violence, mais surtout un niveau extrême d'impulsivité. Cet homme, on dit qu'il excelle à échapper aux poursuites, à déjouer les enquêteurs, à changer de voiture, à changer de téléphone. Et il va commettre l'imprudence d'appeler à de nombreuses reprises, avec parfois des conversations qui durent. Encore une fois, l'absence d'anticipation qui fait qu'il est, comme disent les avocats, son pire ennemi. Ces appels permettent enfin de géolocaliser Jason Lopez et Vicente. Tout ça est très menaçant, injurieux, mais à chaque fois, on sait que le petit Vicente, parce que parfois il parle à sa mère, on sait que le petit Vicente, il est en vie et qu'il va bien. Jason Lopez se déplace vite. Les enquêteurs identifient néanmoins plusieurs secteurs. Jason Lopez se protégeait manifestement dans des camps de gens du voyage entre Narbonne et Toulouse. Et on savait du coup que l'enquête serait compliquée parce que utilisation de véhicules volés la plupart du temps, fausses plaques d'immatriculation. On sait très bien qu'investir un camp de gens du voyage, et c'est pas leur faire injure, mais c'est quelque chose de compliqué. Leur solidarité fait que souvent ils s'opposent à toute intervention des forces de l'ordre, ce qui laisse le temps à quelqu'un de prendre la fuite par l'arrière du campement. Plusieurs tentatives ont lieu pourtant. Et ils ont essayé de le faire et ils n'ont pas réussi à le faire. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont examiné les lieux, la configuration, la possibilité, le nombre d'occupants, le nombre de caravanes, ils se sont dit que c'était mission impossible, que le temps d'arriver, il serait repéré à des kilomètres à la ronde. Et on n'est pas au cinéma, on n'entoure pas un campement de gens du voyage d'une manière qui interdise toute fuite, donc c'est compliqué. Le temps presse. Les policiers doivent trouver une solution pour géolocaliser Jason Lopez en dehors des camps de gens du voyage. C'est à ce moment-là qu'une stratégie s'est mise en place et que les enquêteurs ont demandé
à la maman du petit Vicente, à Dolores Lopez, de les prévenir à chaque fois qu'elle était au téléphone avec lui ou à chaque fois qu'elle le saurait. Toute l'opération est tenue évidemment secrète. Ce sont des éléments qu'on ne va pas diffuser tout de suite, parce qu'il ne faut pas forcément que Jason Lopez connaisse lui-même les éléments que nous détenons. À chaque fois qu'on va réussir à avoir un téléphone portable qu'il utilise, parce qu'il est très prudent, il va changer plusieurs fois de numéro, bien sûr, c'est des éléments qu'on ne va pas donner à la presse. Le fait qu'il soit sur écoute, le fait qu'il soit géolocalisé en temps réel, ce sont des éléments d'enquête qui sont confidentiels et qu'on ne va pas divulguer immédiatement. Le 1er mai 2017, l'étau se resserre. Grâce aux appels téléphoniques successifs de Jason Lopez, les policiers constatent qu'il va régulièrement dans un même lieu, situé à 50 km de Toulouse. Très rapidement, on va arriver à mettre sur écoute ses téléphones portables, à géolocaliser sur des secteurs plus ou moins précis les endroits où il se trouve. C'est ainsi que les enquêteurs se sont aperçus que très souvent, ils bornaient sur des lieux de restaurants type McDonald's, Quicks ou autres, et que c'était véritablement un type de restaurant qu'ils fréquentaient très habituellement. Les policiers de la SRPJ de Toulouse font un repérage discret des lieux, en attendant le moment propice où il pourrait intervenir. L'avantage étant, dans le cadre de ce dossier, qu'il appelait parfois, elle n'était pas disponible, c'est quelqu'un d'autre qui décrochait, et que d'une certaine façon, il annonçait son appel téléphonique, et qu'il y avait en quelque sorte un rendez-vous téléphonique d'organiser. Vendredi 5 mai 2017. Cette fois encore, Jason Lopez harcèle Dolores au téléphone. Il convient de la rappeler vers 20h. C'est effectivement un rendez-vous téléphonique d'organiser entre lui et Dolores Lopez, la maman de l'enfant, qui a donc téléphoné au contact qu'elle avait au SRPJ, qui lui avait été donné bien évidemment en priorité pour qu'elle puisse appeler de toute urgence et dire « Je dois avoir le papa de l'enfant au téléphone dans 1 heure ou 2, il doit m'appeler pour me donner des nouvelles ». Les policiers parviennent à géolocaliser l'appel. Jason Lopez serait à proximité de Frouzin, une ville située à une quinzaine de kilomètres de Toulouse. Les enquêteurs lui ont demandé à ce moment-là d'essayer de faire en sorte de tenir au téléphone le plus longtemps possible, presque comme au cinéma. Les policiers misent sur le fast-food le plus proche de Frouzin. Il faut être prudent. On ne sait pas s'il est armé et si Vicente est avec lui ou non. Dolores est très inquiète. D'après elle, Jason Lopez est capable du pire. Ce type est dangereux et elle le sait qu'il est dangereux puisque il est venu prendre Vicente, kidnapper Vicente avec une énorme violence. Et elle sait qu'il est violent parce que quand elle a vécu avec lui, elle en a déjà finalement l'expérience de sa violence. C'est la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention de Toulouse, qui se prépare à passer à l'action. La BRI de Toulouse, à ce moment-là, a repéré un véhicule. Jason Lopez n'avait pas changé les plaques d'immatriculation du véhicule volé. Il était au téléphone, l'enfant à l'arrière du véhicule, et lorsque les forces de l'ordre ont observé le véhicule, vérifié s'il n'avait pas une attitude éventuellement violente au téléphone. Je dirais, la situation paraissant relativement paisible, les forces de l'ordre ont entouré le véhicule et procédé à l'interpellation de Jason Lopez. C'est effectivement une interpellation dont on pouvait penser qu'elle serait peut-être musclée ou mouvementée par rapport à la personnalité de Jason Lopez, mais ça se passe très bien. Il n'oppose pas de résistance. Vicente est recueilli par les policiers. On est extrêmement soulagés. La première question, bien sûr, c'est comment va le petit garçon? Est-ce qu'il est en sécurité? Ça, je crois que effectivement, c'est la première chose à laquelle on tend. Comment il va? Première information, c'est que le petit garçon va très bien. Il est en bonne santé, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. On a retrouvé le petit garçon. Pour nous, c'est bien. Ça se termine d'une bonne façon. On peut dire que c'est une réussite? C'est une réussite. Sa cavale se termine enfin.
Jason Lopez, qui avait enlevé son fils Vicente le 29 mars dernier, a enfin été arrêté hier soir vers 21h sur la commune de Frouzins, près de Toulouse. Le petit est sain et sauf. Vicente est d'abord examiné à l'hôpital. Les médecins constatent tout de suite qu'il n'a aucun signe de maltraitance. Le petit garçon est en bonne santé. Il retrouve enfin sa mère. Ça s'est très bien passé, il m'a pris dans les bras, il m'a fait des bisous. Content, il était très content de me voir. Le cauchemar est terminé, ouais. Grâce à la justice. Grâce à la justice. Sous le coup d'un mandat d'arrêt, Jason Lopez est placé en détention dans le commissariat de Toulouse. Là, il ne fait aucune déclaration. Il attend d'être entendu par un juge. La semaine qui suit, Jason Lopez est transféré à Clermont-Ferrand. C'est là-bas que son dossier va être instruit. Alors, il ne dit pas grand-chose, Jason Lopez, au début. Il va falloir le réinterroger à plusieurs reprises pour qu'il fournisse des explications. Après, c'est effectivement l'enquête, l'instruction qui se poursuit avec l'audition à plusieurs reprises de Jason Lopez qui, confronté à la situation, va reconnaître la plupart des infractions qui lui sont reprochées. Les faits d'évasion, bien sûr, il ne peut pas les contester. En revanche, concernant l'enlèvement de Vicente, Jason Lopez minimise les conditions dans lesquelles cela s'est déroulé. Il va un peu dire, comme tous les pères qui ne voient pas suffisamment leur enfant, il va un peu rejeter le tort sur la mère, expliquer que il voulait voir son enfant, qu'il ne voulait pas lui faire de mal, que son intention n'était pas d'effrayer cet enfant, ni de lui faire de mal. Jason Lopez revient aussi sur l'alerte enlèvement. Il reconnaît qu'il l'avait en tête tout au long de sa cavale. Il a parfaitement été au courant du déclenchement de l'alerte enlèvement, ce qui fait qu'il a été extrêmement prudent. Il disait effectivement qu'il changeait souvent d'endroit, qu'il devait être extrêmement prudent, qu'il changeait de téléphone. Bien sûr, c'est un homme qui se savait particulièrement recherché. Évidemment, compte tenu de ses antécédents, compte tenu de la gravité de ce qui lui était reproché, puisqu'à ce stade, l'ouverture d'informations, nous étions sur une information criminelle, donc il y avait la question du trouble à l'ordre public, exceptionnel et persistant. Il était absolument évident que ce seul et unique critère justifiait son placement en détention provisoire. Le voilà de retour au centre pénitentiaire de Riom, en attendant son procès. Plus de 2 ans sont passés depuis l'enlèvement de Vicente. 2 ans aussi que son père, Jason Lopez, est en prison en attente de son jugement. La date du procès a déjà été reportée à 3 reprises. L'instruction a été rapide. Elle a duré moins d'1 an, ce qui est exceptionnel. Ensuite, nous avons audiencé une première fois ce dossier en juin 2018. C'est à la demande de l'avocat de Jason Lopez que le dossier a été reporté, puisque pour des raisons professionnelles, elle ne pouvait pas assurer la défense de Jason Lopez. Donc ce procès a été renvoyé une première fois. La seconde fois, il a été reporté parce qu'il y a eu des difficultés d'extraction. Le transport du détenu en partance de la prison pour être conduit au tribunal est indispensable lors d'un procès. Or, pour le moment, cela n'est toujours pas organisé pour Jason Lopez. C'est pas une responsabilité ou une faute qu'on peut imputer à la justice. C'est simplement que Jason Lopez a été transféré d'établissement en établissement et que les services d'administration pénitentiaire ont eu d'énormes difficultés pour la bonne et simple raison que les agents de l'administration pénitentiaire ne sont pas en nombre suffisant pour pourvoir à ces missions. Et puis, lorsque le 3e procès a été fixé,
au mois d'octobre, le 10 octobre dernier, une nouvelle fois, l'administration pénitentiaire n'a pas été en mesure de procéder à cette extraction. Donc ce procès est une nouvelle fois reporté à une date que nous avons souhaité la plus proche possible. Cette série de reports d'audience est tout de même exceptionnelle. Honnêtement, c'est pas fréquent qu'un procès soit renvoyé. Ça peut arriver une fois pour des problèmes d'extraction, enfin voilà, pour des problèmes technico-logistiques, 3 fois consécutives, surtout sur un procès aussi sensible que le sien, c'est quand même très rare. Dolores vit très très mal cette période d'attente. Mais elle le comprend, ça? Mais elle le comprend, bien sûr que non, qu'elle ne le comprend pas. Lorsqu'aujourd'hui, le service public n'est pas à même de rendre le service qu'il doit apporter justement à ses citoyens, ça pose une énorme difficulté. Elle imagine que c'est encore un avantage qui finalement est donné à Jason. On comprend très bien que le report à plusieurs reprises du procès soit pour la mère une prolongation de sa souffrance. Pour la bonne et simple raison que peut-elle redouter? Elle peut redouter une lecture compassionnelle de ce passage à l'acte. Si on fait une lecture extrêmement indulgente, par exemple, ce serait un père qui souffre de se voir écarté de la vie de son enfant. La peine serait certainement clémente et on vivrait au fond ça comme une simple tragédie. Donc elle vit dans cette crainte qui ne sera apaisée pour elle que par une sanction très certainement longue. C'est ce qu'elle espère. Dolores et son avocat attendent aussi des mesures d'éloignement très fortes. Le seul, peut-être, aspect de réparation qui sera important pour elle, c'est que le tribunal correctionnel pourra interdire Jason Lopez d'un séjour sur un territoire défini. Peut-être la région Rhône-Alpes-Auvergne, où elle vit. Elle n'est pas très itinérante, Dolores. Elle reste dans cet ensemble régional. Mais il faudra bien évidemment, qu'il soit interdit d'entrer en contact avec elle, interdit d'entrer en contact a fortiori avec Vicente, et à mon avis, interdit de séjour dans la région. On ne peut pas l'interdire du territoire français. Il a la nationalité française. Mais l'interdiction de contact avec elle, par tout moyen, sera évidemment indiscutable. Jason Lopez encourt jusqu'à 30 ans de prison. Aujourd'hui, Dolores s'est éloignée de Clermont-Ferrand. Elle a décidé de changer de mode de vie. Alors je sais que Dolores, là aussi, est très discrète. Donc elle ne vit plus dans un campement, elle vit dans un appartement. L'essentiel pour elle, c'était de se retrouver avec son fils. Et elle s'est faite un petit peu oublier. Je pense qu'elle voulait aussi un peu disparaître du paysage. Elle voulait reprendre une vie, je pense, une vie normale. Nous avons rencontré Dolores. Elle nous confie se tenir à l'écart d'une partie de sa communauté. Elle essaye d'élever Vicente le plus paisiblement possible. Le fait qu'elle souhaite se sédentariser, et ce qui suppose aussi de s'éloigner du milieu très étayant, très soutenant dans lequel elle a évolué jusqu'à présent, signifie probablement qu'elle a voulu établir avec son fils un lien un petit peu plus exclusif, retrouver un statut plus adulte. Vous savez, Dolores est très anxieuse. Ça, c'est absolument indiscutable. Ça renforce, si vous voulez, à mon avis, cette forme de protection qu'elle a sur son fils. Et d'ailleurs, pour ce gamin, ça risque d'être aussi difficile d'arriver à maturité, pour essayer de s'éloigner un peu de sa mère. Malgré les années qui passent et la perspective d'un procès bientôt, elle ne parvient toujours pas à faire taire ses angoisses. Elle est dans la crainte. Elle a vécu un enlèvement, un kidnapping qu'elle aura toujours dans la tête. Et à chaque fois, si vous voulez que son gamin soit aura du retard parce qu'il ne sera pas rentré de l'école, elle sera dans l'angoisse parce qu'elle se dira « quelqu'un me l'a pris. Est-ce que c'est Jason? Est-ce que c'est pas Jason? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?»
Le 17 janvier 2020, Jason Lopez a enfin été jugé. Il est condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans de suivi socio-judiciaire. Il est aussi interdit de port d'armes pendant 3 ans et interdit de séjour dans le Puy-de-Dôme pendant 5 ans. Dolores aura obtenu 1 euro symbolique de dommages et intérêts. L'essentiel pour elle étant qu'il soit tenu à distance d'elle et de son fils.